durera 6 séances jusqu'en juin, comme on vous l'a annoncé. Un deuxième cycle reprendra à partir du mois de septembre. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à le suivre. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir partager avec vous à la fois des sujets d'actualité, des problématiques liées à nos collections et à la programmation de nos expositions. Alors, j'ai choisi ce matin d'axer ma conférence sur 4 artistes qui sont particulièrement mis en valeur dans la nouvelle présentation des collections 20e et 21e siècle, dont nous venons d'achever le montage avec Céline Lebacon, responsable du cabinet des arts graphiques, Sophie Lecomte et Armelle Bonneau du service de la régie et l'équipe de l'atelier autour de Christian Dufournel. Cette présentation se veut un hommage aux collectionneurs, aux donateurs, aux familles d'artistes, aux mécènes qui nous ont particulièrement accompagnés au cours de ces derniers mois, et je les en remercie très chaleureusement au nom de nos 2 musées. Il ne sera pas question ce matin des acquisitions réalisées au Musée des Beaux-Arts grâce au concours du Club des mécènes du Musée Saint-Pierre, ni des acquisitions réalisées au Musée d'art contemporain qui feront l'objet d'autres présentations. Alors, comment présenter la collection moderne et contemporaine du Musée des Beaux-Arts en quelques mots? C'est un exercice un peu périlleux. Je rappellerai que le Musée des Beaux-Arts se rattache à une catégorie particulière de musées qui possèdent des collections de premier plan sans pouvoir offrir toutefois un panorama de l'art moderne. Ces collections ne constituent pas un ensemble encyclopédique, illustrant dans les salles ce que pourrait être un manuel d'histoire des avant-gardes, mais c'est une histoire plus active, une mémoire plus active, façonnée par les conservateurs, par les collectionneurs, par les familles d'artistes, par les donateurs, avec l'engagement des mécènes qui nous est si précieux. Ces collections, par les ensembles qui lui donnent leur spécificité, mais aussi par leurs lacunes inévitables, autorisent de multiples redistributions qui font l'objet chaque année d'accrochages thématisés dont vous êtes familiers. Ces collections ont cependant un pouvoir particulier qui est très exactement celui des anthologies, qui visent le général, mais n'en assument pas moins les dissonances et les écarts. Alors, je vais vous demander de couper peut-être vos micros, et on vous redonnera la parole à la fin de cette présentation pour engager un dialogue. Je vais vous demander aussi votre indulgence, parce que c'est la première conférence de notre cycle. Donc, si on rencontre quelques petites difficultés techniques, nous espérons pouvoir les résoudre très rapidement. On peut mettre peut-être démarrer le PowerPoint en plein écran. Et la première image. Voilà. Le premier artiste sur lequel j'aimerais m'attarder est Wilfredo Lam. Wilfredo Lam est né en 1902 à Cuba, d'un père chinois, d'une mère mulâtre à la double ascendance africaine et hispanique. Il commence par se former à l'école des beaux-arts de la Havane et puis décide de se rendre en Espagne en 1923 où il va résider jusqu'en 1938. Au printemps 1938, il quitte Barcelone pour se rendre à Paris car il désire rencontrer Picasso, dont il a visité l'exposition à Madrid au printemps 1936. Pierre Loeb, vivement encouragé par Picasso, organisera en juin 1939 à la Galerie Pierre, donc à Paris, sa première exposition personnelle qui précède d'1 an celle des Pearls Galleries à New York aux côtés de Picasso. On connaît peut-être davantage la suite de son histoire. Je vous la rappelle, fin 1939, Lam se lie avec André Breton et Benjamin Perret. Il rejoint en 1940 le groupe surréaliste qui est réfugié à Marseille, avec lequel, au début de mars 1941, il va participer à la Villa Herbel à l'élaboration d'un jeu de tarot surréaliste. Le 24 mars, il embarque avec Breton et avec quelques 300 passagers à destination des Amériques. Il fera escale avec lui en Martinique, à Fort-de-France, et on sait que tous deux seront extrêmement marqués par leur rencontre avec le poète Aimé Césaire, avant de gagner, après 18 ans d'absence, pour Lam, Cuba, qu'avait rejoint depuis février 1942 Pierre Loeb, qui avait choisi lui aussi le parti de l'exil. La femme au fauteuil que je vous présente est une gouache sur papier datée de 1939. Elle est entrée dans nos collections grâce à la donation du Cercle Poussin.
Comme plusieurs figures exécutées à la fin du séjour espagnol et à son arrivée à Paris, la femme au fauteuil, vous le voyez, se caractérise par la frontalité de sa pose. Son dessin est simplifié, il se réduit à quelques lignes géométriques et elle est caractérisée par cette palette de teintes pastel. Le visage paraît avoir été remplacé par un masque réduit à un ovale avec quelques traits schématiques mais fortement marqués pour esquisser les yeux, la bouche et le nez. On sait que c'est dans l'atelier de Picasso, rue des Grands Augustins, que l'âme retrouve la sculpture africaine à travers la collection de masques et de statues réunies par l'artiste. Je le cite, « Ce qui me permettait surtout d'éprouver tant de sympathie pour la peinture de Picasso, c'est la présence de l'art et de l'esprit africain que j'y découvrais. Quand j'étais enfant, j'avais vu des statues dans la maison de Mantonica Wilson, ma marraine. Ainsi, dans l'œuvre de Pablo, m'apparaissait une sorte de continuité. » Alors, l'âme a rapporté avoir été particulièrement marquée par l'une de ses sculptures, un masque baoulé, assimilé à une tête de cheval, qu'on va voir maintenant. Alors, voilà. Michel Leiris, qui est l'écrivain que vous connaissez et ethnologue, assiste à cette première rencontre entre les deux artistes. Il sera d'ailleurs chargé, lors de cette première rencontre, alors je cite les mots de Picasso, d'apprendre l'art nègre à l'âme, ce qu'il fit à plusieurs reprises en le guidant dans les salles du Musée de l'Homme, qui a été inauguré en juin 1938. Leiris, vous le savez, a consacré plusieurs écrits à l'âme, mais devait se reprocher la lecture très ethno-anthropologique qu'il avait fait de son œuvre. Alors que l'exposition L'âme métisse, qui a été présentée au musée d'Appert en 2001, insistait sur les correspondances entre l'art africain et l'œuvre peinte et dessinée de l'âme, Catherine David, qui était commissaire de la rétrospective de 2015 au Centre Pompidou, nous invita à voir dans ces visages un refus de la psychologie et un retour à des formes de dramatisation expressionniste qui les feraient se rapprocher davantage des variations sur le visage humain d'Alexis Jaolinski et plutôt que de la simplification formelle des arts de l'Afrique. Alors, on va passer l'image suivante. Voilà. Alors, quand je vous propose ce rapprochement suggéré par Catherine David avec les peintures de Jaolinski, je ne pense pas tant à notre tête de femme méduse qui est dans nos collections, mais à une autre, plus abstraite, vous le voyez, qui est conservée dans les collections du Musée national d'art moderne, qui porte ce titre, Tête abstraite Aube 1928, où les traits du visage, vous le voyez, sont réduits à quelques signes essentiels, peints en noir. Bien que nous n'ayons pas de masque baoulé dans nos collections, nous avons choisi de présenter la gouache de l'âme à proximité de deux masques africains. L'un, Crou, originaire de Côte d'Ivoire, a la particularité d'avoir appartenu à André Derain. L'autre provient du Gabon. Il se présente, vous le voyez, comme un aume à quatre faces. L'œuvre que nous accueillons est issue de la collection de Françoise Dupuy-Michaud, qui est la fille de Marcel Michaud, qui, je vous le rappelle, a été l'une des figures les plus importantes du milieu artistique lyonnais dans les années 30 et les années 50. Autodidacte, cet ancien ouvrier tourneur a réussi à faire de la galerie folklore qu'il créa en 1938, je cite, un lieu géométrique où tout ce qui touchait à l'art se rencontrait. En 2008, sa fille Françoise Dupuy-Michaud a fait un don exceptionnel au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Elle a souhaité donner dans la ville où son père a mené son combat pour l'art moderne un ensemble qui se compose d'une trentaine d'œuvres d'artistes défendus à la Galerie Folklore à Lyon, puis à la Galerie May à Paris. Cette donation a permis de renforcer au sein des collections du musée l'évocation du groupe Témoignages, qui est représenté essentiellement par Jean Berthold, Jean Lemoal, Claude Hidou, Albert Lenormand, et dont Michaud fut l'instigateur pour la période 1937-1940. Un deuxième ensemble d'œuvres dans cette donation restitue l'engagement de Michaud auprès d'artistes tels que Bram Van Velde et Étienne Martin, dont Michaud fut le premier galeriste. Cet ensemble a été présenté pour la première fois au public en 2011 dans le cadre d'une exposition
intitulé Le poids du monde, Marcel Michaud, et nous avions donné ces dates 1898-1958. Cette donation, et c'est tout à fait extraordinaire pour nous, s'est accompagnée également de la donation d'un fonds d'archives des deux galeries que Michaud avait dirigées, sur lequel veille déjà depuis plusieurs années Eva Penaud, qui est bibliothécaire au Musée des Beaux-Arts de Lyon et qui a fait l'objet d'un programme de recherche avec l'Institut national d'histoire de l'art. À partir de 1936, Michaud se lie d'amitié avec de très nombreuses personnalités du milieu de l'art, notamment les marchands Pierre et Édouard Leub, Yvonne et Christian Zervos, Max Kaganovich, Daniel-Henri Kahnweiler, Suzanne et Pierre Vérité. Pendant l'occupation, Michaud va rencontrer à plusieurs reprises Édouard Leub, qui s'est réfugié près de Lyon. Michaud acceptera de cacher une partie de la collection de son frère Pierre, quand ce dernier part s'exiler à La Havane. Et c'est au retour à Paris de Pierre Leub que Michaud achètera Cette femme au fauteuil. La découverte d'une pièce d'archive au sein de notre documentation nous a permis véritablement de documenter cet achat. Alors, je vous propose maintenant de regarder, voilà, c'est un portrait de Marcel Michaud, mais je voulais vous présenter cette photographie qui est conservée dans les archives du musée et qui, vous le voyez, permet de documenter l'intérieur de l'appartement de Jeanne et Marcel Michaud, qui était situé quai Gailleton à Lyon. On y retrouve, vous le voyez, la gouache de l'âme, hein, qui est tout à fait dans le fond de la photographie, accrochée sur le mur à gauche. Elle figure en bonne place avec des hommes de Bram van Velde, de Max Ernst. On reconnaît également une chaise longue de Marcel Breuer, un tabouret de Charlotte Perriand, et la Pietà, hein, que vous voyez donc sur la droite sur un socle d'Étienne Martin, qui est entrée dans nos collections en 2008. L'acquisition exceptionnelle de La femme au fauteuil, et nous ne saurions trop remercier le Cercle Poussin, nous permet de compléter l'évocation de la collection de Marcel Michaud au sein du musée. D'autres achats, comme vous allez le voir, sont venus compléter cette donation effectuée par sa fille Françoise, notamment cette composition de Bram van Velde, qui ne porte pas de titre, que l'artiste a peinte vers 1937-1938, où vous voyez que l'artiste ne s'est pas totalement affranchi du réel, puisque reste encore très présent l'évocation de ce masque africain au sein de la composition. Une opération de mécénat initiée par le Cercle Poussin devrait très prochainement nous permettre d'évoquer l'intérêt que Michaud porta également au mobilier contemporain, dessiné par les plus grands architectes du moment, Marcel Breuer, Alvar Aalto ou encore Charlotte Perriand. Le musée des Beaux-Arts conserve 3 œuvres plus tardives de l'âme, dont 2 se rapportent au legs de Jacqueline de Lubac en 1997. La femme au couteau, que je vous présente, qui date de 1950, qui se rattache à la période cubaine de l'artiste et qui porterait le souvenir des cérémonies vaudou auxquelles l'artiste a assisté pour la première fois en 1946 à Haïti. Cette œuvre est présentée actuellement dans l'exposition Comme un parfum d'aventure au MAC, qui a été conçue, comme je me plais à le rappeler, à partir de nos 2 collections. 2 autres œuvres, La Confidence de 1962, qui a été également léguée par Jacqueline de Lubac, et Le Réveil du printemps de 1973, acheté par le musée auprès de la galerie Malaval. Toutes ces 2 œuvres ont été peintes dans l'atelier d'Albi Sola, près de Gênes, où l'âme avait choisi de s'établir en 1962 et où il est résidé jusqu'à sa mort. L'acquisition de Femmes au fauteuil nous permet ainsi de renforcer l'évocation de l'artiste au sein des collections, d'illustrer aussi les recherches qu'il a menées à Paris à la fin des années 30, dans la proximité de Picasso. Et vous verrez lorsque vous viendrez au musée que la femme au fauteuil est présentée tout à côté de cette femme assise sur la plage de 1937 de Picasso, que vous connaissez bien. Si l'artiste est bien évoqué dans les collections publiques françaises, peu d'œuvres des années 30 y figurent. Alors, j'ai quand même tenu à vous montrer l'image de ce tableau que je trouve tout à fait extraordinaire, qui est conservé dans les collections du musée de Grenoble et qui date lui aussi de 1939.
J'en viens maintenant à un autre artiste de la collection qui est un des artistes qui est devenu vraiment une figure très emblématique de nos collections. Je veux parler d'Étienne Martin. Alors, il faut que je rappelle tout d'abord l'exposition qui s'est tenue en 2011 au Musée des Beaux-Arts de Lyon, que nous avions choisi de consacrer avec Pierre Watt à l'atelier d'Étienne Martin. Cette exposition était le fruit d'une longue relation du musée à l'œuvre de l'artiste, relation nourrie à la fois par la qualité exceptionnelle de cette œuvre et par le lien quasiment génétique que celle-ci entretient avec le milieu lyonnais dont le musée des Beaux-Arts est le gardien. Si l'exposition, il faut bien l'avouer, ne rencontra qu'un public modeste, ses conséquences sur l'enrichissement des collections du musée furent considérables. L'œuvre d'Étienne Martin, je l'ai dit, est devenue emblématique au sein des collections du MBA. Elle m'a permis de définir une nouvelle orientation que j'ai désignée sous le nom de grand singulier. C'est vrai qu'Étienne Martin a été rejoint depuis par d'autres artistes comme Joseph Cornell, Fred II et Eric Wittmann. Le fond se compose aujourd'hui d'une trentaine de sculptures et d'une œuvre d'art graphique. Je crois que c'est le fond le plus représentatif aujourd'hui en France, après l'évocation de cet artiste au Musée national d'art moderne. Alors, je ne vais pas retracer l'archéologie de toutes les donations, mais j'aimerais mettre en évidence certaines d'entre elles. Tout d'abord, alors une vue de l'atelier d'Étienne Martin que nous avions prise en 2011. Et voilà, parmi les acquisitions qui ont été faites et qui ont suivi l'exposition, cet extraordinaire hommage à Braun qui a été acquis grâce au concours du Cercle Poussin, qui est une des sculptures polychromes les plus importantes de l'artiste, et nous l'avions découverte avec Pierre Watt dans l'atelier. Aude Dumas, qui est la fille de Marie-Thérèse Étienne Martin, a fait un dépôt très important de 4 sculptures en 2015, qui a été la première étape d'un exceptionnel legs de 15 œuvres qui est intervenu en 2019 et dont une partie fait l'objet d'une présentation dans le nouvel accrochage des collections. Entre-temps, un couple de collectionneurs, Pierre et Pierrette Souleil, qui avaient été prêteurs au moment de l'exposition de 2011, ont fait le don majeur d'une œuvre de 1962, Le Secrétaire, qui est désormais installée sur les terrasses du musée. Et grâce au concours des amis du musée, et là je salue vraiment Marie Sellard et toute son équipe du conseil d'administration, 3 autres œuvres de la collection Souleil, Nuit 2, qui date de 1935, La Nuit Nina de 1951 et Les Gémeaux de 1984 sont également entrés au musée. Enfin, l'achat de la mandoline, que l'on verra tout à l'heure, par le Cercle Poussin est venu très récemment compléter cet ensemble. Alors avant de montrer en quoi les œuvres récemment entrées au musée témoignent du parcours artistique d'un homme, de sa constance comme de ses métamorphoses, il faut rappeler quelques éléments nécessaires à la connaissance de l'artiste. Je rappelle très vite qu'il est né à Loriol, dans la Drôme, en 1913. Il se forme à l'École des Beaux-Arts de Lyon de 1929 à 1933. C'est à ce moment-là qu'il découvre dans la collection du Palais Saint-Pierre, où il peut étudier entre autres L'homme qui marche de Rodin et la célèbre Corée athénienne, il découvre sa passion pour les formes sculptées. En 1930, il fait la connaissance de Marcel Michaud. Il vient à Paris en 1934, travaille à l'Académie Ranson, va se lier d'amitié avec Bissière, Manessier, Le Moal et Zellman, autant d'artistes qui vont constituer avec lui le groupe Témoignage. À Paris, Étienne Martin va découvrir l'œuvre de l'écrivain René Guénon, qui l'ouvre à l'ésotérisme. Il est mobilisé lorsque la guerre éclate et il sera prisonnier en Allemagne. Il ne sera libéré qu'en 1941. Et en 1942, il rejoint AOPED, dans le Vaucluse, cette communauté qui est animée par l'architecte Bernard Zerfus. En 1943-1944, il est à Dieulefit, où il se lie avec l'écrivain Henri-Pierre Rocher, qui lui fera rencontrer lors de son retour à Paris Brancusi, mais aussi le philosophe mystique Gurdjieff.
En 1954, il commence le cycle des demeures qui le rendra célèbre et il reçoit en 1966 le Grand Prix de la sculpture à la 33e Biennale de Venise. Enfin, il sera professeur à l'École nationale des beaux-arts à Paris de 1968 à 1983 pour la sculpture monumentale. Mais j'aimerais insister plus longuement sur un fait. C'est Harald Zeman, l'organisateur de l'exposition mythique de 1969 à la Kunsthalle de Berne, qu'il avait intitulée « Quand les attitudes deviennent formes », qui le premier a pris conscience de l'extrême singularité de l'œuvre. En 1972, Zeman crée la section des mythologies individuelles à la Documenta 5 de Cassel. Là, il propose d'exposer une sélection d'artistes qui tous ont fondé leur démarche sur l'exploitation de la biographie et du moi. Et aux côtés d'Étienne Martin, eh bien, on retrouve Marcel Brouters et Joseph Beuys. Et c'est cette notion de mythologie individuelle, elle a été véritablement forgée à partir du regard que Zeman a porté sur le travail du sculpteur. Alors, vous allez voir que cette mythologie individuelle, elle se façonne, elle s'incarne autour de quelques grands thèmes quasiment obsessionnels. Tout d'abord, les visages, qui constituent peut-être la partie de l'œuvre d'Étienne Martin la plus explicite, parce que la plus figurative, mais c'est aussi une part secrète de son existence, qui ne fut que très rarement exposée, des visages qui supposent des rencontres, qui ont beaucoup compté pour lui, comme cette tête d'Alma de 1954, qui est inspirée par une actrice d'origine chilienne, ou encore la tête d'Aude Dumas, qui était sa belle-fille. Autre thématique très importante et très récurrente dans l'œuvre d'Étienne Martin, le thème des nuits, avec cette nuit d'Opède de 1942 et la nuit d'Opède de 1977, qui est un tirage en bronze. Les nuits, dont la toute première date de 1935, sont empreintes d'une mythologie qui est nourrie par les lectures des romantiques allemands, notamment des hymnes à la nuit de Novalis et d'Aurélia de Nerval. À côté des nuits, un thème qui lui est proche, le thème des demeures. Et je l'illustre avec cette petite demeure miroir qui est un bronze daté de 1977. Ce cycle des demeures est au centre de l'univers du sculpteur. Ce cycle évoque la maison natale d'Étienne Martin, formée de 2 corps de bâtiment qui étaient séparés par un mur qui obligeait celui qui voulait passer d'une partie dans l'autre à emprunter soit le rez-de-chaussée, soit le grenier. La plupart des demeures ont été fondues en bronze, certaines ont fait l'objet de multiples. Et on se propose de rattacher à cette série des petites figures, vous le voyez, des petites demeures en fil de fer. Et je me souviens très bien, au moment de la préparation de l'exposition, que Marie-Thérèse et Étienne Martin leur donnaient le nom de souricières, qui sont faites, donc, qui sont des sortes de dessins en fait dans l'espace. Et nous présentons aussi l'une d'entre elles, où vous le voyez, elle prend en étau une figurine d'Amérique centrale collectionnée par l'artiste. D'autres sculptures du legs Dumas s'apparentent au thème du double, comme cette sculpture de Janus qui date de 1963, avec ce double visage qui peut regarder à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, vers le haut et vers le bas, et la vie et la mort. Étienne Martin était absolument fasciné par cette coïncidence parfaite de ce qui est généralement tenu pour opposer, où s'apparie aussi bien pour lui le masculin et le féminin que le haut et le bas, l'extérieur et l'intérieur, le céleste et le terrestre. Et puis, il y a cette mandoline, cette œuvre absolument extrêmement émouvante que nous avons pu faire entrer dans les collections donc, grâce à cet achat en vente publique qu'a rendu possible le Cercle Poussin. C'est une œuvre qui a été exécutée en 1947, à un moment, je vous le rappelle, où Étienne Martin a rejoint cette communauté d'artistes à Opède, qui privilégie le bois, un matériau qu'Étienne aimait tout particulièrement et dont il appréciait à la fois le caractère organique et les formes préexistantes. Et vous voyez que l'artiste, à travers cette œuvre, eh bien, joue une nouvelle fois sur les métaphores et les correspondances qu'il peut trouver entre un bois et les formes du corps féminin. Nous avions exposé un tirage en bronze de ces sculptures dans l'exposition de 2011. Et puis, Étienne Martin
nous l'avons déjà vu avec l'hommage à Bronde, a toujours porté un très grand intérêt à la polychromie. Vous en avez ici aussi un très bel exemple avec cette sculpture qu'il a titrée « Le lapin fusil », qui a été réalisée vers 1970 et qui a été peinte à la demande de sa femme, Marie-Thérèse, parce que sa femme trouvait qu'elle manquait en lisibilité. Étienne Martin utilise souvent des couleurs primaires qui se réfèrent à sa symbolique personnelle. Le bleu, ici, renvoie à la couleur du ciel de son enfance à l'Oriole, mais il peut aussi indexer son choix de couleurs sur les parties de sa maison. Les couleurs dans ses sculptures, la couleur dans sa sculpture, il y recourt en fait dès les années 1930 pour y revenir au début des années 1950 quand il découvre les recherches de Le Corbusier. L'artiste voit en elle, je le cite, des sortes de panneaux indicateurs. Alors, je vais terminer l'évocation du legs d'Aude Dumas avec cette sculpture, cet arbre au grelot, vous voyez, qui associe en fait des éléments en métal, en bois, en cuir. Je crois qu'on n'insistera jamais assez sur la profonde originalité et sur l'extrême inventivité de cette œuvre que l'on se proposait en 2011 avec Pierre Watt de rattacher à la famille des bricoleurs. Et par bricoleur, nous pensions à cette figure que met au jour Claude Lévi-Strauss en 1962 dans La pensée sauvage, par opposition à celle de l'ingénieur. Alors je cite un passage de Claude Lévi-Strauss que l'on peut, je crois, très facilement rapprocher de la sculpture d'Étienne Martin. La règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les moyens du bord, c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclite au surplus, parce que la composition d'ensemble n'est pas en rapport avec les moyens du moment, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock ou de l'entretenir avec les résidus de construction et de destruction antérieures. Alors, je vous propose de rattacher aussi à cette famille des bricoleurs un artiste que l'on connaît bien aussi aujourd'hui, à la fois au MAC et au MBA. Il s'agit d'Éric Dittmann, qui est bien représenté donc, dans nos deux musées. Au MBA, grâce à une donation tout à fait importante des fils Roblin, et nous avons pu accompagner la donation de la famille Roblin de cet achat, cette tombe qui date de 1992 et qui illustre les recherches que l'artiste a engagées en sculpture à partir des années 80. Et vous voyez qu'il n'hésite pas, comme Étienne Martin, à associer une pierre tombale à des chutes de fonte, de bronze et de fer dans un processus de récupération et de collecte qui reste totalement aléatoire et qui mêle, à la manière d'Étienne Martin, poésie et dérision. Alors, je ne présente pas aujourd'hui d'autres images d'Éric Dittmann, mais vous aurez vraiment le plaisir de découvrir ces assemblages-collages qui ont déjà fait l'objet d'une présentation et qui sont entrés donc dans les collections du musée grâce à la donation Roblin. J'aimerais maintenant évoquer avec vous un autre artiste. Il s'agit d'Eugène Leroy. Eugène Leroy est né en 1910 à Tourcoing. Il perd son père très jeune alors qu'il n'a qu'1 an. Lorsque sa mère lui offre pour son 15e anniversaire la boîte de peinture de son père et qu'il découvre dans une édition populaire des reproductions de Rembrandt, sa vocation se dessine. Adolescent, Leroy obtient de dessiner au Musée des Beaux-Arts de Lille. Il va alors découvrir Jordaens, le Gréco, Goya. Il va fréquenter à Lille quelques mois l'école des Beaux-Arts, puis se rendre à Paris, où il rejoint l'Académie de la Grande Chaumière. Mais on peut dire que c'est en marge de ses enseignements artistiques qu'il développera son art. Lors de sa première exposition personnelle en 1937 à la galerie Montsalut à Lille, on lui trouve, je cite, une truculence, une violence, un côté coup de poing flamand qui ne le quittera pas. C'est cependant lors de son séjour à Gravelines, après la guerre, qu'a lieu la révélation décisive, et là je le cite, « La mer de Gravelines fut le lieu fécond où j'ai pris pour la première fois conscience d'une réalité vaste qui échappe au motif, où la lumière construit tout. » Et c'est aussi la qualité démiurgique de la lumière qui interpelle Leroy face à une icône de la galerie Tretyakov qu'il découvre lors d'un voyage en Russie en 1974-1975.
Alors, la reconnaissance ne se fait pas attendre et elle devient rapidement internationale. Il expose en 1965 à l'université de Harvard, donc aux États-Unis. Il est régulièrement représenté par Michael Werner dans sa galerie à Cologne à partir de 1982. Et Michael Werner s'intéressera à Eugène Leroy. Il sera très encouragé par l'artiste Georg Baselitz. En 1992, une salle lui est totalement consacrée à la Documenta 9 de Kassel, grâce au soutien de longue date de Jan Hut. Ces deux hommes se connaissent depuis le début des années 70. Jan Hut expose Leroy au musée municipal d'art actuel de Gand, dont il assure la direction en 1982. Et c'est lui qui va partager avec Denis Zakharopoulos le commissariat de l'exposition du centenaire à Tourcoing en 2010, que j'ai eu le plaisir de visiter avec certains d'entre vous. En 1995, Leroy participe à la Biennale de Venise. Le commissariat en était assuré par Jean Clair. Cette biennale avait été conçue autour du thème « Identité, altérité, les figures du corps, 1895-1995 ». Son décès survenu en 2000 n'interrompt pas la diffusion publique de son œuvre. En effet, d'importantes rétrospectives lui sont consacrées, notamment au Musée national d'art moderne, au moment de la première dation, en 2003. Et on peut rappeler que la galerie de Bruno Maury lui a consacré régulièrement des expositions depuis 2001. Si Eugène Leroy peint pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale beaucoup de scènes bibliques, durant les années 60, il épure son œuvre de tout détail narratif pour peindre des têtes, des paysages, des nus, des couples, autant de sujets qui lui permettent un dialogue avec les maîtres du passé. Avec l'espace, c'est l'œuvre que je vous présente maintenant, qui est datée de 1978. Vous voyez que la composition présente une figure féminine nue, saisie à mi-corps. En dépit du sujet, le cadrage et le format 120 paysages de la toile, qui privilégie l'horizontale, dénotent une conception paysagère de la peinture. Les couches épaisses évoquent bien, avec leurs taches et leurs fondus étagés, l'épiderme d'un paysage. Outre l'agitation des surfaces, elles permettent une indifférenciation caractéristique de la peinture de Leroy, et vous pouvez constater comme moi qu'il nous est quasiment impossible d'y démêler profondeur et surface, dessin et couleur, couleur et lumière, figure et abstraction. On assiste ainsi à un effacement du sujet au profit d'une matière sublimée, et Leroy confiera en 1979, dans un entretien avec Irmeline Libert, je le cite, « Tout ce que j'ai jamais essayé en peinture, c'est d'arriver à cela, à une espèce d'absence presque, pour que la peinture soit totalement elle-même. » Retenez bien, j'aime beaucoup cette expression, je la trouve très juste, à cette espèce d'absence presque. Je vous propose de regarder maintenant une autre peinture titrée « Nu », à laquelle l'artiste, vous le voyez, a travaillé entre 1978 et 1970 et 1978. Sans l'aide du titre, il nous serait extrêmement difficile de dire ce que représente l'œuvre. Et pourtant, celle-ci, comme les autres qui lui sont contemporaines, est guidée par une tradition figurative et par la volonté d'inscrire sur la toile la présence du corps humain. En cela, elle se place dans une longue tradition et dialogue avec celle-ci. Depuis ses débuts, à la fin des années 20 et jusqu'à beaucoup plus tard, l'artiste a entretenu un rapport très singulier. J'ai évoqué tout à l'heure sa fascination pour les icônes, mais il faudrait aussi mentionner Giorgione, Velázquez ou encore Rembrandt. La peinture de Leroy est une peinture où rien n'est séparé, où tout est pris dans des dépôts successifs de la matière qui atteindra dans les années 1980 une densité et une épaisseur d'autant plus exceptionnelles que la palette intègre des tons particulièrement vifs. Les tableaux nécessitent un temps très long pour être achevés, car Leroy refuse que le moindre détail lui échappe et parce qu'il veut rendre chaque moment de la saisie du réel. L'enracinement revendiqué d'Eugène Leroy dans le Nord-Pas-de-Calais a suscité une très forte concentration de ses œuvres dans les collections publiques de cette région. Aucune œuvre dans les musées de la région Rhône-Alpes,
en revanche, aucune œuvre ni au musée de Grenoble, ni au musée de Saint-Étienne. Les deux peintures que je vous ai présentées, nous les devons à la générosité d'Isabelle et Bruno Maury, qui sont membres du Cercle Poussin. Avant cette donation, l'artiste avait fait son entrée au musée grâce à une dation, et dans le cadre de cette dation, ce grand Adam et Ève, exécuté entre 1966 et 1968, avait rejoint les collections du musée en 2015. Une peinture inspirée par un panneau d'un peintre flamand, Hugo van der Goes, du XVe siècle, qui est conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Si dans les deux peintures données par Bruno et Isabelle Maury, la thématique du nu et le traitement de la matière témoignent d'une continuité dans l'œuvre du peintre, le changement de format et l'abandon de l'inspiration biblique attestent vraiment le franchissement d'une étape importante. Le traitement de la figure est dissocié, vous le voyez, de tout contenu narratif au profit de l'expression d'une émotion existentielle. Les peintures de Leroy, comme vous pourrez le constater, j'espère, très rapidement, dialoguent dans notre nouvel accrochage avec beaucoup de justesse avec d'autres œuvres matiéristes du musée, comme les hautes pattes de Jean Fautrier. Alors, elles sont voilà, représentées par ce tableau My Fair Lady de 1956 qui avait été légué par Jacqueline de Lubac, ou encore par cette tête de partisan de 1956 qui a été déposée à la suite de la dation Paul et Mugadini au musée. Mais elle dialogue aussi avec ces paysages du Mental de Jean Dubuffet, auxquels se rattache le paysage blond. Le paysage blond est exposé actuellement au MAC dans le cadre de l'exposition Comme un parfum d'aventure. Elle dialogue également avec des compositions de Louis-Edgar Gillet. Louis-Edgar Gillet fait son entrée pour la première fois au musée grâce à une donation de ses enfants, avec, entre autres, cette composition abstraite qui a été exécutée avant que l'artiste ne sente, je le cite, la nécessité de faire apparaître dans sa peinture le regard de l'homme. Nous avons également souhaité, grâce au soutien du Cercle Poussin, acquérir 3 œuvres de Pierre-Yves Baume. Cet artiste, je l'avais découvert lors de la préparation de l'exposition avec Antoine de Galbert, ainsi soit-il. Cet artiste a toujours revendiqué sa filiation à Eugène Leroy. Il a même confessé qu'il avait parfois récupéré des morceaux de peinture dans l'atelier d'Eugène Leroy, à partir desquels il avait travaillé. Et vous voyez qu'il constelle sur la surface de cette œuvre, là aussi à laquelle il a travaillé entre 1995 et 2016, toute une série de matériaux les plus divers qui sont à regarder comme autant de formes et de touches de couleurs, mais c'est de la peinture, nous dit-il, de la peinture qui est faite autrement qu'avec uniquement de l'huile et du pinceau. Je vais terminer cette conférence aussi avec une autre figure d'artiste qui est beaucoup moins connue du grand public. Il s'agit de René Duvillier. Alors René Duvillier, son aventure commence avec son père. Son père est professeur de dessin. Il l'initie à la peinture et c'est lui qui va lui faire découvrir l'univers des musées. Puis, après une formation à l'École nationale des beaux-arts de Paris, ce sera la guerre, et pendant 5 années de captivité, une première exposition inspirée par la jeunesse qui sera présentée à l'intérieur du Stalag. À la Libération, il retourne, comme il le dit, humblement en arrière, en toute lucidité, mais s'intéresse dès 1948 à l'abstraction, en regardant particulièrement Robert Delaunay. Il en retient son art de la lumière et surtout ses contrastes simultanés. La rencontre avec le critique Charles Estienne, ardent défenseur de l'abstraction lyrique, sera décisive. Elle s'effectue en 1952. Estienne est à l'origine du rapprochement de certains peintres de l'abstraction lyrique avec le surréalisme, et en effet, aux côtés de Duvillier, il enrôlera sous cette bannière Lubchansky, de Gotex et Messager. Autre rencontre marquante, celle d'André Breton, qui lui consacre une exposition en 1955
à la galerie À l'Étoile scellée, dont il préface le catalogue avec Benjamin Perret. Et nous avons choisi voilà, de vous montrer une image d'un des murs de l'atelier d'André Breton, qui était situé 42 rue Fontaine. Et nous avons voilà, mentionné avec cette petite croix rouge une œuvre de Duvillier qui était accrochée dans cette extraordinaire collection qui mêle vraiment des œuvres de toutes les civilisations. Duvillier sera invité par Charles Estienne sur la côte sauvage du Finistère Nord. Et Duvillier va alors parler du choc terrible ressenti devant la mer qu'il voyait pour la première fois en 1954. Je cite certains de ses propos. « J'y ai trouvé le mouvement et le geste. Tout bougeait, les flots, le rivage, le ciel, les oiseaux. Je fus surtout très frappé par le spectacle des chevaux bretons, crinière au vent, qui jaillissaient de l'écume. Je retrouvais aussi l'ancien mythe grec de la naissance de la mer. » Alors on va assister à ce moment-là, nous sommes en 1954, à la naissance, on pourra dire à la nouvelle naissance, à la renaissance d'un peintre qui va chercher à raconter à travers ses toiles l'épopée des vagues, qui va travailler par série, qui va dessiner à l'encre de larges signes sur le papier où le blanc semble aspirer des mouvements tourbillonnants. La mer polychrome devient tourbillon, c'est la série des noirs et des violets en 1957 et 1958, puis retour au bleu indigo et au carmin, dont l'artiste dit que le noir et le rouge ont été volontairement choisis pour leur érotisme, pour leur agressivité et leur sensualité. L'eau devient un élément constitutif récurrent, comme l'angoisse et le vertige qui semblent au centre des bouleversements de la peinture de ce peintre-poète du cosmos. 10 ans plus tard, nouveau choc ressenti par l'artiste, un cycle aérien d'où naît aussi une peur à l'occasion de son premier voyage en avion vers les États-Unis en 1964. Une angoisse conjurée par le dessin pendant le vol va devenir conquête de l'espace et de l'infini du cosmos. De l'épique de la mer, je passais, dit le peintre, au lyrique de l'air. Et on va désormais voir apparaître sur les toiles une forme d'organisation circulaire qui va devenir à la fois gouffre et regard, et que l'on peut peut-être interpréter comme une vision tragique de la destinée. Il va chercher à concilier une forme d'écriture automatique qui est héritée des surréalistes avec la pratique des expressionnistes abstraits américains dont il découvre au cours des années 60. Autre rencontre qui a été tout à fait aussi déterminante que celle de Charles Estienne, la rencontre avec un autre critique, Julien Alvar. Julien Alvar s'est fait connaître en réunissant un groupe de peintres sous la bannière des nuagistes à partir de 1955. À la mort du critique, Frédéric Benrath, qui est aussi constitutif de ce courant, organisera en 1973 au Musée des Beaux-Arts de Lyon une exposition qu'il intitulera « Le nuagisme même » et dont il donne cette définition que je partage avec vous. Le nuagisme, c'est l'insurrection contre la forme et ses mécanismes d'aliénation. Le champ de cette peinture est fait d'espace, de couleurs et de lumière. Toute allusion soustraite à quelque nature que ce soit, même si la nature de l'être y est inscrite. Le nuagisme est avant tout une aventure de liberté, et ce qui unit pour l'essentiel les peintres de cette exposition est une passion commune de la peinture comme métaphore du monde. Je trouve que cette définition du juanisme s'applique là encore avec beaucoup de justesse à l'œuvre de René Duvillier. On va s'arrêter maintenant sur quelques œuvres comme cette composition de très très grand format qui s'intitule Feu numéro 1 ou La vision déportée, qui date de 1969 et qui témoigne bien de cette fascination éprouvée par l'artiste pour l'univers des astres, mais aussi pour l'œil et la vision, qui fait à travers ce tableau d'ailleurs la synthèse entre deux séries. À cette époque, l'artiste fait souvent un rapprochement entre son propre travail et des recherches scientifiques qui sont menées sur les astres au CERN à Genève, par cette organisation européenne pour la recherche nucléaire. Nous présentons également dans notre nouvel accrochage 2 tableaux, Passport 6 et Passport 7, qui datent donc de juin 2001,
qui témoigne, vous le voyez, d'un usage là aussi très libre de la couleur, avec des jeux de transparence, mais aussi avec des empattements à certains endroits de la toile. L'artiste, à travers cette série, cherche à allier fluidité et matiérisme, et l'introduction du blanc dans sa palette va symboliser pour lui le passage du connu à l'inconnu, qui est à la fois symbole de la mort, mais aussi symbole de la lutte contre la mort. Je dois vous préciser que ces toiles ont été réalisées à la suite d'une grave intervention chirurgicale. Et puis, nous avons aussi la chance de présenter une série de dessins qui ont été exécutés au cours des années 1990. Certains se réfèrent au mythe de l'Odyssée, d'autres manifestent la fascination de l'artiste pour les éléments, comme en témoigne leur titre. Donc, premier dessin 1984, Cléopâtra, Calidis, voilà, qui là se réfère très expressément à l'un des épisodes de l'histoire de l'Odyssée et qui est daté vers 1990. Et les autres dessins qui suivent, voilà, témoignent de cette fascination pour les éléments que j'évoquais, avec Arc-en-ciel, Arc-en-mer numéro 10, un dessin de 1990, et puis Bris d'Arc-en-mer numéro 20 de 1991 et Feu de mer 4 de 1992. Ces œuvres nous ont été données par le fils de l'artiste, Laurent de Villiers. Laurent de Villiers avait été extrêmement frappé par la place que nous avions réservée dans l'exposition Pensée en forme et en couleur, qui, je vous le rappelle, avait été conçue à partir des deux collections du MAC et du MBA et qui constitue en quelque sorte le premier opus de cette série d'expositions que nous souhaitons désormais développer. Et nous avions vraiment mis en évidence cette peinture que vous connaissez bien, qui est le Viol de la Vierge. C'est une peinture qui date de 1959 et qui est entrée dans nos collections grâce à la donation des enfants du critique lyonnais René Desroudy en 1997. Touché donc par l'importance que l'on donnait à cette toile, Laurent de Villiers, voilà, s'est rapproché de moi et m'a proposé donc de faire une donation importante qui touche à la fois au domaine de la peinture et au registre du dessin. Et cette donation, eh bien, elle est présentée aujourd'hui dans la proximité d'œuvres de deux artistes. Alors, j'ai déjà évoqué le premier d'entre eux, il s'agit de Frédéric Benrath, que je représente ici avec le noir de l'étoile, un très beau triptyque de 2004 qui avait été donné au musée par Brigitte et Jacques Guérard, qui ont d'ailleurs accepté de prêter pour le réaccrochage d'autres peintures de l'artiste. Si Benrath a été associé lui aussi à l'aventure du nuagisme, on ne saurait réduire son travail à un quelconque paysage abstrait ou à une forme d'abstraction lyrique dont on a pu un temps le rapprocher. Le second artiste, voilà, que j'aimerais évoquer aussi avec vous est Paul Jenkins, avec cette peinture qui se rattache à la série Phenomenal Astral Emanation, qui date de 1975. C'est un artiste que nous avons récemment découvert avec Céline dans les réserves du musée. C'est une œuvre que nous avions un peu oubliée, je l'avoue. Un artiste d'origine américaine qui a travaillé de manière très proche avec Rothko, Pollock, de Koonin, qui a été fasciné lui aussi, comme Étienne Martin, par la philosophie ésotérique de Gurdjieff. Sa peinture est nourrie de sa lecture des théories de la couleur de Goethe, une peinture qui joue sur les effets de transparence et de fluidité. Cet artiste, à la faveur d'une bourse, va rejoindre Paris et va y séjourner entre 1953 et 1954. Et il va faire le lien entre cette génération d'artistes que représente Dubuffet, Mathieu Soulages, et les artistes américains établis à Paris. Et il a véritablement eu un rôle très, très important de passeur entre les deux scènes, la scène parisienne et la scène américaine. Et je dois vous confier que j'aimerais donner désormais une place beaucoup plus importante dans la collection à ces figures qui, à l'exemple de Jenkins, nous permettraient de mieux illustrer encore la circulation de modèles artistiques et esthétiques d'une scène à l'autre. Voilà, je vais m'arrêter sur cet artiste, mais j'aimerais voilà, partager avec vous quelques annonces d'actualité, vous dire vraiment que toutes les équipes des deux musées sont restées on peut rester peut-être sur le Jenkins, sont restées très mobilisées
pendant ces périodes de confinement et surtout ces périodes où nous sommes terriblement privés de la présence de nos publics. Au MBA, les équipes donc ont fini, je voulais annoncer le montage de cette nouvelle présentation de la collection moderne et contemporaine. Il y a en ce moment également l'installation d'une exposition de dossiers consacrée à Louis Bouquet qui se termine. Salima Elal aussi a terminé la présentation de l'exposition qu'elle souhaitait proposer et consacrée à la céramique contemporaine par le feu, la couleur. Exposition, et là aussi je suis heureuse de le rappeler, qui a été conçue à partir de plusieurs donations de Denise et Michel Ménet qui nous accompagnent depuis l'exposition Métissage avec une très grande fidélité et qui ont réussi à entraîner avec eux d'autres collectionneurs, Françoise et Arnaud Delépine, Bernard Bachelier, et puis Stéphane Pacou, donc commencera dès lundi le montage de l'exposition qu'il consacre à Hippolyte Paul Auguste, aux frères Flandrin, qui étaient également des artistes. Et au MAC, eh bien, au MAC, il y a ces deux expositions que nous avions pu à peine partager avec le public, Édit Dubien et l'exposition Comme un parfum d'aventure, voilà, que les équipes s'attachent vraiment à faire vivre, notamment à travers le numérique. Et l'exposition Comme un parfum d'aventure fera l'objet donc de la prochaine conférence en duo par les deux commissaires de l'exposition, que sont Mathieu Lelièvre, qui est conseiller artistique auprès d'Isabelle Bertoletti, et Marie-Lou Lanneville, qui dirige le service des expositions donc du MAC Lyon. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'ai été à la fois voilà, extrêmement heureuse d'inaugurer ce cycle de conférences, très émue aussi. Et je voulais vous dire très simplement, vous nous avez terriblement manqué au cours de ces derniers mois, donc revenez vite dès que nos musées pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Nos musées ne pourront plus encore trop longtemps vivre sans leur public. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Je remercie aussi très chaleureusement Isabelle et Mélissa pour leur aide, pour la préparation de ce cycle.